De l'actu avec notre invité Nicolas Hazard, fondateur du groupe INCO, spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, auteur du livre Le bonheur est dans le village aux éditions Flammarion. Ça va faire du bien, un peu d'optimisme, avec en sous-titre 30 solutions qui viennent de nos campagnes. Bonjour Nicolas Hazard. Bonjour. Bonjour Nicolas Hazard, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler de ce livre qui embrèche quand même pas mal de clichés qu'on peut avoir sur les territoires, comme dit Jean Castex, sur nos villages, dont vous dites qu'ils sont l'avenir de ce pays, à l'inverse des métropoles. Pourquoi cette impression-là, selon vous? Parce qu'on le voit bien avec les différentes crises qu'on est en train de vivre aujourd'hui, que on a besoin de solutions, on a besoin d'idées, on a besoin d'innovation, on a besoin de changer les choses, changer de paradigme, et que je trouve que c'est dans les campagnes, dans nos campagnes, dans les territoires ruraux, que s'invente le monde de demain, qu'on est en train de développer les solutions aux grandes problématiques sociales, économiques, sanitaires, environnementales auxquelles on est confronté. Et moi, je suis très très optimiste, et c'est pour ça que je suis content d'être avec vous aujourd'hui, pour partager ça et pour dire que des solutions existent, on peut faire différemment, et maintenant il s'agit de se retrousser les manches. Alors avant de détailler, il y a au moins 30 histoires. C'est ça. Avant de les détailler, toutes ces histoires-là, on sait, depuis la crise du Covid, on n'a jamais autant parlé du retour au vert, au local is beautiful, au circuit court. Vous pensez pas que c'est passager, ça va au contraire même encore se renforcer? Moi je pense que cette crise qu'on a connue, c'est un accélérateur en fait du monde de demain. Ce qui s'est passé dans les 2 derniers siècles, en gros, il y a eu une ultra-métropolisation, c'est-à-dire qu'à un moment, toutes les opportunités économiques, elles sont allées dans les grandes métropoles et dans les grandes villes. Si en gros, on voulait du boulot, il fallait aller dans les villes, surtout vu comment on traitait l'agriculture et les paysans en règle générale, et comment on les a pressurisés pendant les dernières décennies, pour qu'ils produisent toujours plus à des coûts toujours moins élevés. Aujourd'hui, ce phénomène est en train de changer. Pourquoi ? Parce que la qualité de vie qui est recherchée par nous tous, elle est plus forcément dans les métropoles comme ça l'était avant. Avant, il y avait l'électricité dans les villes et il n'y en avait pas à la campagne. Aujourd'hui, si on veut de l'espace, si on veut un air qui est moins pollué, si on veut peut-être faire moins de temps dans les transports en commun, etc., oui, mais attendez, on a besoin de ça. Il y a aussi une inégalité des territoires. On sait aussi qu'il y a des régions où il n'y a pas d'hôpital, on parle de désert médical, il n'y a plus de services publics. Exactement. C'est tout le paradoxe. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une qualité de vie qui est supérieure et pour autant, il y a moins de boulot, il y a moins d'hôpitaux, il y a moins d'écoles. Les écoles ferment d'ailleurs, on a tendance à vouloir les recentrer de plus en plus. Ouais. Donc c'est toute la difficulté. Donc moi, ce que je dis, c'est il y a une appétence, 80% des Français, pour 80% des Français, c'est un sondage, la vie à la campagne, c'est le mode de vie idéal. Donc c'est la grande majorité. Pour quasiment 70% des Franciliens, 70% des Franciliens, ils disent qu'ils quitteront l'Île-de-France dès qu'ils le pourront. Donc ça montre bien que quand même, il y a une envie d'aller s'installer à la campagne. Mais pour autant, il y a une envie de partir à la campagne et peut-être aussi une envie juste de ne plus rester dans ces métropoles hyperconnectées. Surtout en ce moment. Et surtout en ce moment. D'ailleurs, l'idée de ce livre, elle est née du confinement. Moi, je me suis dit... Vous êtes parti à la campagne, pourquoi ? Moi, je suis resté en ville et j'ai vu que tout le monde s'était barré. En gros, qu'il n'y avait plus personne. Et je me suis dit, mais comment ça se fait ? Et parce que quand on est dans une crise profonde, à un moment, on a envie d'aller là où on est plus rassuré, on est plus à l'aise, et tout le monde va à la campagne. Et pourquoi les gens n'y vont pas ? Parce que c'est dur, parce qu'il y a ces difficultés-là, parce que c'est compliqué. Pour autant, si on repensait l'aménagement du territoire, parce que c'est ça un peu l'idée qu'il y a derrière, c'est de repenser l'aménagement du territoire, on pourrait avoir peut-être des millions de personnes qui iraient à la campagne, qui iraient faire ce qu'elles ont envie de faire. Moi, je veux pousser personne, mais c'est juste que aujourd'hui, les gens ont envie et le disent de plus en plus. Mais pour ça, il faut créer les conditions pour réussir. Et c'est pas si compliqué que ça, c'est ce que je dis. Entre l'envie et le faire, il y a quand même un grand pas. Et aussi pas mal d'auditeurs, j'imagine, qui doivent se dire, ouais, d'accord, c'est sympa de se réinventer à la campagne, réinventer pourquoi pas un job, se reconvertir, mais c'est pas un truc de bobo citadin, ça aussi. Et voilà, c'est exactement ça. C'est que dans le livre, il y a 30 histoires. C'est des femmes et des hommes qui font des choses extraordinaires là où elles sont, mais à leur échelle dans les villages. Et c'est pas que des bobos qui veulent partir à la campagne. Ça, c'est juste une petite partie. Parce que le bobo qui veut partir à la campagne, il y va, mais à la première des difficultés, il rentre direct parce qu'il s'est rendu compte que finalement, c'était beaucoup plus difficile qu'il n'y paraissait, parce qu'il faut se battre. Mais c'est aussi dire
qu'il y a des gens qui habitent aujourd'hui dans les campagnes et qui font des trucs extraordinaires et qui eux se battent et qui n'ont pas les moyens et qui ont une capacité de résilience qui est absolument incroyable. Et c'est celle qui m'a inspiré là-dedans pour montrer aussi à ceux qui sont dans les territoires ruraux, ceux qui peuvent se sentir abandonnés, que finalement il y a des moyens de faire différemment. Et voilà. Et en lisant ce livre, on se rend compte que à son échelle, on peut être acteur aussi et faire des choses grandioses à la campagne. Vous expliquez que le salut ne vient pas forcément du politique à ce niveau-là. Pourtant, on a pas mal justement d'initiatives venant de maires ou d'anciens maires, d'anciens élus locaux. C'est-à-dire qu'il y a quand même un investissement politique justement de ce sujet. Alors, il y a politique et politique, en fait. Il y a le politique national, supranational, etc., auquel moi, je crois moins dans le sens où c'est pas des acteurs du faire, c'est pas eux qui vont faire les choses. Et on attend trop souvent d'eux, qui viennent, qui prennent des décisions pour nous. Non, eux, ils sont là pour mettre un cadre, et c'est tout. Mais ceux qui vont faire, c'est les acteurs locaux. Et que ce soit des maires, le maire, l'échelle du maire, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de portraits de maires, femmes et hommes, et c'est le maire qui a la capacité de faire, mais le maire est avant tout un citoyen avant d'être un politique. C'est avant tout un acteur du terrain. C'est avant tout une personne qui est ancrée dans le local avant d'être un politique à proprement parler. D'ailleurs, il y a beaucoup de maires dans ces villages qui sont sans étiquette et qui ne font pas de politique politique. C'est souvent le cas. Dans les 30 histoires, on va pas par toutes les détailler, mais justement, vous parliez d'un maire dans les Hautes-Alpes qui, pour faire venir lui des gens et des habitants dans sa petite ville, offre le loyer aux habitants pendant 2-3 ans, non, c'est ça? Alors, il y a deux histoires. Il y a le maire de Gap qui, lui, dans les centres-villes, les aide les commerçants à développer du commerce de centre-ville et les aide dans les loyers. Donc ça, c'est pour donner vie, parce que ça, c'est des vraies problématiques. La désertification des centres-villes et des centres-bourgs, c'est un vrai problème. Avec les hypermarchés à la périphérie, tout ce mouvement qu'on a vécu il y a des décennies. On est champion du monde. J'ai appris, en vous lisant, effectivement. De la surface d'hypermarchés, de supermarchés dans le monde. Ce qui est un peu un triste record, à mon sens. Et la deuxième, c'est dans le Cantal, effectivement, à Parlant, où un maire d'une petite commune qui a vu son école qui était en train de fermer, a décidé de préempter des terrains et de les offrir pour 1 euro aux couples qui viendraient s'installer. Donc, c'est gratuit, ça coûte 1 euro quand on vient s'installer. Et si on reste moins de 10 ans, on doit payer le prix de la parcelle, et sinon c'est gratuit ou quasi gratuit. Et grâce à ça, le village a doublé de taille. Il y a des couples qui sont installés, et non seulement l'école a pu continuer, mais en plus, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que Aurélie, par exemple, qui venait d'Aurillac pour s'installer à Parlant, elle a ouvert un salon de coiffure, elle a créé un emploi. C'est une chaîne, en fait. Ensuite, il y a eu, exactement. Et donc, en fait, c'est pour dire que il faut pas avoir la vision globale de se dire, voilà comment ça va être, une grande stratégie quand on est dans un village. Il faut tirer un fil. Un petit pas, Et le faire à petits pas. Il faut pas avoir peur des petits pas, parce que les petits pas, ça permet finalement de faire des grandes choses, et on le voit à Parlant, mais aussi à Saint-Pierre-de-Frugy et dans plein d'autres villages. Il y a l'idée un petit peu aussi pour certaines communes de se spécialiser, notamment cette commune qui est complètement bio finalement. Ça peut être aussi le fait de développer une identité dans une commune, dans un village comme ça peut être aussi justement une idée pour pouvoir s'en sortir et attirer de nouveau. Exactement, ça c'est l'exemple de Saint-Pierre-de-Frugy en Dordogne, qui est un petit village qui est vraiment au milieu de la Dordogne. Alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est vrai que il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour passer d'un endroit à un autre. C'est très très vaste. Et en fait, beaucoup de virages sur la route, effectivement. Et beaucoup de virages sur la route, exactement. Ça prend plus de temps. Voilà. Eux, ils ont décidé de se spécialiser sur le bio, mais ils n'ont pas eu la vision de se dire on va être une capitale du bio, etc. mondial. Ils ont juste dit, si on arrêtait d'abord de mettre des pesticides dans nos cimetières et dans les lieux publics, puis après petit à petit, il y a des gens qui sont venus et ils ont dit si on faisait un jardin potager qui soit bio. Et ils avaient perdu d'école, il n'y avait plus de commerce, ils n'avaient plus de bistrot, ils ont tout réouvert. Et aujourd'hui, moi, la dernière fois que j'y suis allé cet été, il y avait une queue de 10 personnes devant la mairie qui voulaient s'installer là-bas. Et il y a des gens qui viennent même du Japon, il y a des QR codes maintenant pour pouvoir voir exactement comment ils ont réussi la transition et devenir un village bio en France. Le point commun de toutes
toutes ces personnes que vous avez rencontrées, une trentaine, qu'ils soient infirmiers, exploitants ou autres, c'est la quête de sens. Vous dites, c'est alors peut-être que la crise a révélé ça aussi, c'est finalement ce que je vivais avant, est-ce que ça me plaisait, est-ce que j'ai ma place, et si c'était le moment ou pas de la trouver, ma place, en tout cas celle que j'aime, même si je gagne moins. Exactement, c'est la quête de sens et la recherche du bonheur. Le fameux bonheur, s'il existe, avec un grand B. Le fameux bonheur, c'est pour ça que ça s'appelle Le bonheur est dans le village. Pourquoi ? Parce que moi, je pense pas qu'on réussisse à construire des choses sur des énergies négatives, avec de la haine, avec du ressentiment, etc. Et je pense qu'on détruit plus de choses qu'on en construit. Ce qui est intéressant dans ces portraits, c'est que c'est des gens qui ont décidé de vouloir être heureux et d'avoir du sens dans ce qu'ils font. Et ça, c'est le moteur un peu de tout le monde, c'est de créer des choses, de construire des choses et d'être utile, et y compris utile pour soi, mais aussi pour la société. Et eux, ils ont réussi à la fois à cumuler les deux. Et donc, c'est pour ça que c'est des histoires très inspirantes. On poursuivra la conversation dans quelques instants. Puis nos auditeurs, là, je crois qu'il y en a pas mal qui nous attendent. Oui, vous continuez, 0826 300 300, pour parler de cet ouvrage, Le bonheur est dans le village, 30 solutions qui viennent de nos campagnes d'édition Flammarion. On continue à en parler avec Nicolas Hazard dans un instant. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia. Et c'est la suite de nos petits-déj lecture avec notre invité Nicolas Hazard, fondateur du groupe INCO, spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. Et on parle de son livre, Le bonheur est dans le village, édition Flammarion, avec une trentaine d'expériences vécues, de témoignages de gens qui sont partis au vert ou qui y étaient déjà. Et ça réagit beaucoup au standard. Oui, vous-même vous réagissez, vous nous appelez 0826 300 300. On est en ligne avec Annelise, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez des Landes. Vous avez une question pour notre invité ou un témoignage, une histoire à partager? Un témoignage. Alors, je suis restauratrice. Oui. Je suis donc actuellement à l'arrêt malgré une petite activité à emporter. Et j'ai travaillé pendant environ 20 ans sur des lieux très 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 touristiques, notamment le bassin d'Arcachon. Et donc un jour, il y a eu le ras-le-bol et au hasard des rencontres, j'ai atterri dans les Landes. Et là actuellement, depuis un an, j'ai pas eu trop de chance parce que le Covid est arrivé. Bien sûr. Voilà. Mais donc j'ai une activité de restauratrice dans un petit village d'un peu plus de 300 habitants. Et donc moi je témoigne de la volonté notamment des élus, de la population de faire vivre, de revaloriser et de remettre au centre du village des commerces, Et il y a de la volonté dans votre région à vous? Oui. De la part de ces élus, oui, dans les Landes. Tout à fait, oui. Moi, j'étais très surprise. Alors, après, ça dépend des endroits où l'on est, parce que j'ai eu une première expérience où la municipalité n'était pas forcément très concernée. Les habitants non plus. Par contre, là, je suis dans un petit village, une petite ville magnifique, Roquefort, et notamment le petit village de Red Jones, où là, par contre, au niveau des habitants et de la municipalité, il y a un réel effort et j'avoue avoir été agréablement surprise. Et malgré le confinement, on sent qu'on va quand même pouvoir passer le cap. Il faut être vraiment... faut s'accrocher. Bien sûr. Mais voilà. Donc, et alors, par contre, phénomène... quand moi, je suis arrivée il y a un an, il y avait beaucoup de maisons à vendre. Et alors, phénomène juste après le premier Covid, la fin du premier Covid, énormément. Alors, toutes ces maisons se sont vendues. Et alors, nous sommes sur des Bordelais et des Parisiens. Voilà, c'est la tendance de l'année. Les Bordelais, les Parisiens, tous à la campagne. Merci beaucoup, Annelise, d'avoir témoigné. Certains vont vivre à l'année et d'autres vont vivre par intermittence. Mais voilà. Courage à vous, Annelise. Merci, Annelise. Merci à vous. J'ai cru comprendre, vous réagissiez en tout cas sur certains propos justement d'Annelise Nicolas Hazard, notamment sur ces maisons à vendre qui ne le sont plus. C'est une vraie tendance. On a vraiment une tendance après le pré-confinement là-dessus. Alors oui, il y a une vraie tendance là-dessus. Alors après, est-ce qu'elle va durer, etc. Ça, je ne sais pas. Mais il y a une vraie tendance, ça c'est sûr. Et c'est pas que la métropole parisienne, c'est les grandes métropoles, c'est les Bordelais en l'occurrence. Mais c'est vrai aussi pour Lyon par exemple, etc. Donc on le voit. Ce qui est intéressant dans l'exemple d'Annelise, et ce qu'elle dit qui est très juste,
c'est que avant elle était dans un endroit où finalement ça marchait pas trop, les gens se sentaient pas trop concernés, et là elle sent qu'il y a vraiment du vent dans le dos. Il y a une volonté. Et il y a une volonté, et donc c'est ça qui est important, c'est que je pense qu'on n'est pas condamné, que finalement il y a des endroits où ça peut marcher, mais parce que à un moment tout le monde s'est aligné, les citoyens, les habitants, les politiques publiques, en tout cas au niveau local, et que voilà, il y a un mouvement qui se crée de cette manière-là. Donc, et c'est l'exemple de tous ces villages n'ont rien d'extraordinaire, n'ont pas une tour Eiffel ou n'ont pas oui, puis quelque part, avec les outils numériques aussi, on parle du local, mais qui s'oppose pas forcément au global. Je veux dire, on peut aussi vivre à la campagne tout en restant connecté au monde. C'est pas synonyme de repli. Et la preuve, vous parlez notamment des agriculteurs qui sont beaucoup plus connectés, avec beaucoup plus d'applications qu'on ne le croit. Et alors, là, vous touchez un point fondamental. Voilà. Là, c'est le point fondamental. C'est-à-dire que demain, si on veut créer ce nouvel aménagement du territoire, si on veut permettre à des gens d'aller s'installer à la campagne, que se développe de l'économie, des emplois, aujourd'hui, dans une économie qui est digitalisée, numérisée, y compris les agriculteurs qui sont beaucoup, beaucoup plus connectés que la moyenne des Français, parce que pour regarder la météo, pour aller vendre ses produits, etc., on a besoin d'Internet et de ces nouveaux outils. Et donc, je ne comprends pas, et c'est vraiment, moi, ce que je me suis dit en faisant ce tour de France, pourquoi la priorité nationale n'est pas dans le fait qu'il y ait un accès à la fibre de tous et que tout le monde soit équipé en 4G. Aujourd'hui, le débat, c'est est-ce qu'on va mettre la 5G ou pas la 5G à Paris, Toulouse, Marseille et à Lille, alors que le problème, c'est que quand on se balade encore, il y a plein de zones blanches. Il y a plein de zones blanches, et on est là avec son téléphone sur la place du village en train de tendre son téléphone pour essayer d'avoir péniblement de la 3G. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit oui, mais il y a de la 3G au moins. Mais aujourd'hui, les applications mobiles ne marchent plus avec de la 3G. Il y a besoin de 4G. Et donc, il y a ce retard qui est permanent et qui fait que comment on va pouvoir développer des choses si d'abord on n'est pas outillé. Donc moi je pense que beaucoup de territoires ruraux et beaucoup de territoires comme en campagne notamment, sont déjà confinés par essence, parce que en fait ne pas avoir accès aux outils digitaux, c'est déjà de les confiner. Fracture numérique. Exactement. On dit souvent que les jeunes générations sont peut-être moins dans des logiques de carrière que leurs aînés, et ont plus envie de bien vivre. Est-ce que la campagne attire aussi les plus jeunes, alors au-delà de ces problèmes de connexion aussi, d'ailleurs? Bien évidemment. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans les 80% qui disent que le mode de vie idéal est celui de la campagne, c'est y compris chez les jeunes de 15-25 ans, où une grande partie, pour eux aussi, c'est attractif. Donc finalement, la modernité, elle a un peu changé de camp. La modernité, avant, c'était beaucoup dans les villes, parce que c'est là où on pouvait se divertir, aller au cinéma, aller au théâtre, etc. En ce moment, c'est pas possible. Mais aussi, je pense qu'avec des nouvelles formes comme Netflix, Amazon Prime, des manières différentes aussi de consommer, y compris de la culture, on peut le faire de plus en plus de partout. Donc, ce qui est vrai alors, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ne pas croire qu'il n'y a pas de culture dans les campagnes, parce que ça, c'est complètement faux. Il y a plein de choses qui existent. Il y a beaucoup d'expressions culturelles qui existent, d'art de différents types. Et c'est sûr que c'est pas le Louvre ou Beaubourg, mais il y a beaucoup de choses de représentation. Et donc, c'est vibrant aussi culturellement à la campagne. Et donc, du coup, les avantages comparatifs de la ville disparaissent peu à peu. Et vous continuez bien sûr de réagir. 0826 300 300 pour bien donner votre point de vue, faire un témoignage. En tout cas, on est avec Laurent qui nous appelle de Brive-la-Gaillarde. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous, comment ça va? Très bien, impeccable. Bien, je découvre Nicolas Hazard, du coup, que je ne connaissais pas. Et il me tarde d'aller acheter son livre, que je n'ai pas lu, bien entendu. Et voilà, alors je suis en partie d'accord avec ce qu'il dit. Je vais mettre un bémol quand il dit que c'est pas si compliqué que cela de venir à la campagne. Il faut pas se donner de faux espoirs, hein. Ceux qui voient les cartes postales, la campagne, ça reste la campagne. Le travail, quoique bien mécanisé, reste exigeant. C'est un travail qui n'est pas du tout proche du bureau, où la phasie motrice est constante, quoi. Voilà, on peut vite doucher les espoirs devant des ondées matinales et la fraîcheur, et l'humidité, la boue, etc. Mais bon, donc ça, c'est ceux qui veulent se reconvertir. Il faut bien être conscient qu'il faut être courageux et extrêmement motivé.
mais ça peut marcher, il n'y a pas de problème. Vous voulez dire que quoi, que les urbains, on n'est peut-être pas assez physiquement, voilà. Oui, il peut y avoir. Le physique, c'est moins vrai qu'avant. Elle va faire du sport, Laurence, vous inquiétez pas. Moi, j'adore faire des mais manuels. c'est moins vrai parce qu'effectivement, il y a pas mal de matériel aujourd'hui qui peuvent être utilisés, qui facilitent la vie. Mais ça reste quand même physique. Il faut pas penser que c'est simple. Mais bon, ça peut se faire. Ça peut se faire. Si vous voulez, c'est pas le rapport gain sur peine n'est pas celui d'un trader. Hein. D'accord, voilà. C'est ça. Mais justement, Nicolas Hazard restez avec nous. Attendez, va réagir. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire, et c'est bien évidemment, c'est pas si facile que ça. Pour autant, alors non, il n'y a même pas de mais. Après, il faut pas penser que vivre à la campagne, ça veut forcément dire travailler dans l'agriculture. Alors il en faut, on a besoin de plus d'agriculteurs et il y a besoin de développer des choses, mais c'est pas parce qu'on va vivre à la campagne qu'on va forcément aller traire les vaches tous les matins, voilà. Les petits commerces, voilà. Il y a du service, il y a notamment ce dont je parle beaucoup autour de ce qu'on appelle les métiers du care, donc du bien-être, donc le soin, c'est le soin, notamment pour les personnes âgées, où il y a un vrai enjeu démographique qu'on a aujourd'hui. Donc il y a plein d'autres opportunités à pouvoir faire, et puis c'est pas la même chose bien évidemment si on est en zone montagne ou au bord de la mer, en tout cas dans les conditions climatiques. Mais bien évidemment, c'est pas le pays des bisounours, la campagne. Il y a plein de difficultés, mais en tous les cas, c'est pas insurmontable. Laurent, vous voulez peut-être réagir ? C'est pas Jacques le croquant quand même, on est bien d'accord. C'est certain. D'ailleurs, pour ceux qui veulent s'installer, les jeunes ou d'ailleurs moins jeunes qui voudraient venir s'y installer, il y a des idées qui sont pas encore totalement déployées. Moi, je suis dans l'industrie aéronautique. Voilà, je baigne dedans depuis maintenant 30 ans et je vois que par exemple dans l'aéro ou dans l'industrie en général, on bénéficie de plans de formation continue. C'est pas tout à fait le cas dans l'agriculture. En agriculture, vous êtes formé à l'école d'agriculture de Naas par exemple en Corrèze. Ensuite, vous débarquez et puis vous installez. Ceux qui ne sont pas du métier, il y aurait probablement à gratter de ce côté-là, c'est-à-dire créer des pôles de formation qui seraient financés, avec même des matelotages ou des compagnonnages faits par les agriculteurs en place pour ceux qui arrivent. Voilà, si on arrive à rémunérer en fait l'agriculteur qui va parrainer le jeune qui va venir s'installer, c'est pas mal. Ça pourrait faire une entrée. C'est une super idée. Il faudrait essayer de calquer ce qui se fait dans l'industrie. Alors voilà. Faut pas tout calquer non plus. On voit bien que, sauf les grandes plaines céréalières qui sont les héritières du désastre de ce qu'on appelle le remembrement, qu'on aurait dû appeler le démembrement d'ailleurs finalement. Voilà. Vous avez le sens des formules, vous. Vous avez le sens des formules. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, vous trouvez ? Oui. Vous trouvez ? Donc, moi, je vous rejoins sur un point, Monsieur Hazard. C'est par rapport à la modernisation. Et pareil, pour que ça rende la campagne attractive aux jeunes, il faut absolument mixer le moderne et l'authentique. Le moderne, il y a plein de choses à faire. Rendre la ferme technologique, donc les analyses de sol, rationaliser les arrosages, utiliser les drones, etc. C'est déjà le cas dans certaines fermes, mais c'est pas suffisamment déployé. Voilà. Et quand on rend la ferme attractive et technologique, les jeunes qui sont évidemment beaucoup plus férus de tout ça, ça peut aussi les brancher. Un autre point pour rendre la campagne attractive, c'est de permettre en fait de donner une autre vie à des bâtiments qui sont obsolètes. Et ça aussi, on pourrait aider les jeunes, toutes les granges par exemple, qui sont totalement obsolètes pour faire de l'agriculture. Dans la loi aujourd'hui, on peut prendre une grange et la transformer en gîte. Mais ça a un coût, et là aussi, il faudrait peut-être trouver des taux plus faibles pour que les jeunes puissent retaper tout ça, et diversifier l'activité, parce que le problème, c'est que quand vous n'avez qu'une activité à la campagne, vous êtes super dépendant de ça. Si vous faites que du lait, le lait s'effondre, vous êtes mort. Vous faites du lait, vous avez un gîte à côté, vous n'êtes pas tout à fait mort. Merci Laurent. Il y a un exemple, Nicolas Hazard, il y a un exemple justement de laitier qui partage son initiative pour avoir réduit en tout cas le nombre d'intermédiaires pour éviter justement d'avoir un salaire de misère ou pas de salaire du tout. Exactement, c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la transformation aujourd'hui, c'est-à-dire de passer d'un modèle où on juste, en l'occurrence sur le lait, on produit du lait
et ensuite on va le vendre à une coopérative qui a un prix qui est fixé par un marché, un cours mondial, etc., qu'on maîtrise pas, et qui fait qu'aujourd'hui il y a plein d'agriculteurs qui n'arrivent pas même à vivre avec un SMIC tout en bossant comme jamais 7 jours sur 7. Et Fabrice, du coup, en Loire-Atlantique, a développé ce qu'on appelle En Direct des éleveurs, qui est en gros une marque sous laquelle il vend son lait, qu'il transforme lui-même. Donc, ils sont associés avec plusieurs pour s'acheter tout le matériel de transformation. Ils le mettent dans des briques qui sont des briques éco-conçues. Et ils le vendent en direct au supermarché. Donc, ils passent au-delà de tous les intermédiaires. Et aujourd'hui, Fabrice, il arrive à se payer 2 000 € par mois pour son travail. Mais votre entreprise, Inco, vous aidez justement les porteurs de projets dans les territoires. Hein. Vous apportez quoi, des financements? Selon quels critères? Est-ce qu'il faut avoir une idée d'entreprise plutôt sociale, plutôt solidaire, liée à l'environnement? Comment ça se passe? Alors nous, effectivement, on est leader sur l'investissement, ce qu'on appelle un impact, donc des entreprises qui ont un fort impact social ou environnemental. Donc des entreprises qui créent de l'emploi en local, dans les territoires, et qui en même temps sont vertueux d'un point de vue écologique, permettent de donner des jobs et des opportunités à des gens notamment qui sont assez éloignés de l'emploi. Et donc on a investi comme ça dans une entreprise qui s'appelle Etikable dans le Gers, qui est aujourd'hui leader du commerce équitable. On accompagne des entreprises comme Comptoir de Campagne qui créent des commerces dans les petites villes, etc. Parce que effectivement, il y a aussi besoin de capitaux et de fonds pour pouvoir le faire. Et on n'est malheureusement pas encore assez nombreux à faire confiance, notamment aux territoires ruraux et aux entrepreneurs des territoires ruraux. Pourtant, ils ont des idées formidables. Mais ça veut dire que si on a envie de s'installer à la campagne ou de démarrer une activité en tout cas à la campagne, c'est-à-dire qu'on a des relais possibles en termes de financement, vous le disiez, mais aussi d'information pour être accompagné, parce que certains peuvent aussi avoir un peu cette peur du saut dans le vide, quoi, à ce moment-là. Exactement, il y a des choses qui arrivent. Alors nous, on le fait chez Inco, c'est-à-dire que nous, on accompagne, avant de financer, on accompagne aussi des personnes qui ont juste des idées, on les incube, comme on dit dans le jargon. Comme les startups, finalement. Voilà, exactement. Bah oui, c'est des startups rurales, en fait. C'est ça. Et nous, on a un lieu qui est dédié à ça, à Saint-Bertrand-de-Comminges, en Haute-Garonne, où c'est une ancienne ferme dans les Pyrénées, où on accompagne des porteurs de projets sur différentes thématiques qui font de l'innovation dans la ruralité. On les aide à faire grandir leurs projets et in fine, une fois que c'est développé, si le projet est valide, on peut aussi les financer. On remercie Laurent qui était avec nous tout à l'heure, notre auditeur justement, un vrai poète de Brive-la-Gaillarde, qui était présidentiable sur le candidat de nos campagnes, on pourrait dire, le sens de la formule et quelques idées. Et on remercie également Nicolas Hazard pour cet ouvrage. Ça s'appelle Le bonheur est dans le village, 30 solutions qui viennent de nos campagnes. C'est aux éditions Flammarion. Merci à vous, très bonne journée. Merci à vous.